l'architecture des cités sahériennes. Une ville flottante construite en 24 heures. Ces fourmis créent des métropoles aériennes avec des centaines de pièces. L'architecture la plus rapide de la planète. La couture continue, fil après fil, heure après heure. Et puis, subitement, quelque chose d'extraordinaire émerge de cette activité collective. Ce n'est plus simplement deux feuilles collées ensemble. C'est une chambre, une pièce, un espace vital protégé du monde extérieur. Les fourmis tisserandes viennent de créer l'impossible. Une cité aérienne, suspendue entre ciel et terre, qui défie la gravité, les prédateurs et les éléments déchaînés. Regardez cette architecture prendre forme. Une simple feuille, pliée sur elle-même, devient un studio modeste, abritant quelques centaines d'individus. Mais la colonie ne s'arrête pas là. Elle ajoute une feuille, puis une autre, cousant chaque jonction avec la même précision méticuleuse. Bientôt, une structure complexe émerge, non pas un nid unique, mais un réseau de chambres interconnectées, des galeries suspendues, des salles communales et des nurseries séparées. Une fourmilière classique s'étend sous terre sur plusieurs mètres cubes. Celle-ci occupe l'espace aérien, avec la même ambition spatiale. La vitesse de construction est vertigineuse. Une équipe expérimentée peut assembler un grand nid de plusieurs feuilles en moins de 24 heures. 24 heures. Imaginez construire une maison en une journée, sans outils, sans plan, sans architecte. Cette rapidité n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie. Dans la jungle tropicale, la compétition pour l'espace arboricole est féroce. Les fourmis tisserandes doivent constamment étendre leur territoire, remplacer les nids endommagés par les tempêtes ou établir de nouvelles colonies satellites. Leur succès dépend de cette capacité à construire vite et bien. Mais la véritable sophistication réside dans la conception architecturale. Ces nids ne sont pas de simples sacs de soie. Ils sont organisés spatialement, avec une intelligence remarquable. Les nurseries, où les larves et les pupes sont entreposées, occupent généralement les chambres les plus centrales et les plus protégées, loin des entrées et des zones vulnérables. Les zones de stockage de nourriture, ces étranges provisions de pucerons domestiqués que les fourmis traient pour leur miella, se situent dans des chambres spécialisées, souvent proches des périphéries pour faciliter l'accès. Les salles du roi et de la reine, quand elles existent, bénéficient des protections les plus élaborées. L'ingénierie des matériaux est tout aussi impressionnante. La soie pure, blanche et brillante constitue la base de la structure. Mais les fourmis l'améliorent constamment. Elles incorporent des particules d'écorce broyées, de terre et même de débris végétaux dans la nappe soyeuse. Ces composites renforcés offrent une résistance supérieure, une meilleure isolation thermique et un camouflage amélioré contre les prédateurs visuels. Certaines colonies créent des nids presque entièrement bruns, indiscernables des branches environnantes. D'autres maintiennent le blanc éclatant de la soie pure, peut-être comme signal de force territoriale. L'imperméabilité est un autre défi majeur. Les forêts tropicales reçoivent des pluies torrentielles qui pourraient inonder des nids mal conçus. Mais la structure, en feuilles pliées, crée naturellement des toits inclinés. Et la soie elle-même, une fois sèche, devient hydrophobe. L'eau glisse sur les surfaces sans pénétrer, protégeant les précieuses de colonies à l'intérieur. C'est une architecture qui respire aussi. La soie est microporeuse, permettant les échanges gazeux tout en maintenant l'humidité interne optimale pour le développement des larves. Une colonie mature
peut posséder des dizaines, voire des centaines de nids, dispersés sur un ou plusieurs arbres adjacents. Ces métropoles arboricoles s'étendent parfois sur des centaines de mètres carrés de canopées. Les fourmis établissent des autoroutes vivantes entre les nids, des ponts de corps qui permettent le déplacement rapide de milliers d'individus. Cette territorialité extensive leur permet de monopoliser les ressources de tout un secteur de forêt, créant des zones où peu d'autres espèces osent s'aventurer. Mais peut-être le plus étonnant est la plasticité de cette architecture. Contrairement aux constructions humaines, figées une fois achevées, les nids de fourmis tisserandes sont des organismes vivants en constante évolution. Les fourmis ajoutent des chambres quand la population croît, condensent l'espace quand elle diminue, réparent les dommages causés par les prédateurs ou les intempéries et abandonnent les sections devenues inutiles. Un nid n'est jamais fini. Il est toujours en devenir, toujours en adaptation, toujours en réponse aux besoins changeants de la colonie. Cette architecture dynamique nous offre une leçon profonde sur la nature de la construction. Nous, humains, pensons souvent la construction comme un acte définitif. Nous bâtissons pour l'éternité, ou du moins pour des décennies. Mais les fourmis tisserandes nous rappellent que la permanence est une illusion et que la véritable robustesse réside dans la capacité à changer, à s'adapter, à évoluer. Leurs nids ne sont pas des monuments à l'orgueil, mais des expressions vivantes de la flexibilité collective. Dans cette forêt suspendue, l'architecture devient biologie et la biologie devient architecture. La clé de l'évolution, la leçon ultime de la nature. On est plus fort ensemble. Ces fourmis de 5 mm construisent des villes entières grâce à la coopération. L'intelligence collective qui humilie notre individualisme. Nous arrivons maintenant au terme de notre voyage, dans l'univers des fourmis tisserandes. Mais avant de conclure, nous devons nous interroger sur la signification profonde de ce que nous avons observé. Car au-delà de la prouesse technique, au-delà de l'architecture spectaculaire, se cache une leçon fondamentale sur la nature de l'intelligence, de la coopération et de l'évolution elle-même. Les scientifiques Bert Huldobler et Eduardo Wilson, qui ont consacré leur vie à l'étude des sociétés d'insectes, ont décrit le comportement des fourmis tisserandes comme l'un des phénomènes sociaux les plus remarquables chez les animaux. Cette qualification n'est pas usurpée. Nulle part ailleurs, dans le règne animal, nous ne trouvons d'équivalent à cette utilisation des larves comme outil de construction. C'est une innovation évolutive unique, apparue il y a des millions d'années et perfectionnée par la sélection naturelle jusqu'à atteindre ce niveau de sophistication que nous admirons aujourd'hui. Mais pourquoi cette technique s'est-elle développée? La réponse réside dans les pressions évolutives spécifiques des environnements tropicaux. Les fourmis qui pouvaient construire des nids aériens avaient accès à des ressources inaccessibles à leurs concurrentes terrestres. Des canopées riches en nectar, en proie et en sites de colonisation. Les arbres offraient une protection contre les inondations saisonnières et les prédateurs sols. Mais construire dans les arbres posait un problème majeur. Comment assembler des matériaux légers mais solides? Comment créer des espaces protégés sans lourde structure? La soie, légère, flexible et résistante, était la réponse. Et les larves, déjà présentes dans la colonie, étaient la source parfaite. Cette histoire illustre un principe clé de l'évolution, l'exaptation. Des structures qui évoluent pour une fonction sont récupérées pour une fonction totalement différente.
les glandes salivaires des larves, initialement probablement utilisées pour la digestion ou la production de cocons de protection, ont été détournées pour la construction collective. C'est l'économie de la nature à son meilleur. Ne rien gaspiller, transformer chaque ressource en opportunité. La coopération que nous avons observée défie aussi nos préconceptions sur l'intelligence. Nous associons souvent l'intelligence à l'individualité, au cerveau puissant, à la capacité à résoudre des problèmes seuls. Mais les fourmis tisserandes nous montrent une autre voie, l'intelligence collective. Aucune fourmi individuelle ne comprend le plan global du nid. Aucune ne possède la carte mentale de la métropole aérienne. Pourtant, ensemble, elles créent des structures d'une complexité qui défie la compréhension. C'est l'intelligence émergente, la capacité d'un groupe à exhiber des comportements intelligents que ses membres individuels ne possèdent pas. Cette leçon résonne particulièrement fort aujourd'hui, alors que nous, humains, faisons face à des défis collectifs de plus en plus complexes. Changement climatique, pandémie, crises économiques globales. Les fourmis tisserandes nous rappellent que la réponse à ces défis ne réside peut-être pas dans l'action individuelle, héroïque, mais dans la coordination collective, dans la confiance en des règles simples, suivies par tous, dans la capacité à former des chaînes vivantes quand le gouffre semble trop large à franchir seul. Regardez une dernière fois ces insectes minuscules. Dans leurs mandibules, elles portent l'avenir de leur colonie. Dans leurs chaînes, elles portent le poids de leurs sœurs. Dans leur construction, elles portent la preuve vivante que la grandeur ne se mesure pas en taille, mais en capacité à contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Les fourmis tisserandes ne sont pas seulement des couturières. Elles sont des philosophes de la coopération, des architectes de l'impossible, des témoins silencieux que la nature, dans sa sagesse évolutive, a trouvé des solutions à des problèmes que nous peinons encore à résoudre. Alors la prochaine fois que vous verrez une fourmi, ne la considérez pas comme un simple insecte. Considérez-la comme un maillon d'une chaîne infiniment complexe, comme une artiste d'une œuvre collective, comme un rappel vivant que nous sommes tous, finalement, des tisserands. Nous tissons nos relations, nos communautés, notre avenir. Et comme les fourmis tisserandes, nous trouverons peut-être notre plus grande force, non pas dans notre capacité à construire seuls, mais dans notre capacité à nous tenir ensemble, fil après fil, jusqu'à ce que l'impossible devienne réalité. La nature a écrit son histoire dans la soie de ses fourmis, et cette histoire, finalement, est aussi la nôtre.